à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme mercredi dernier, plutôt technique et décrypte. Et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec monsieur Michel Mageot. Alors pour ceux qui tombent sur la deuxième vidéo et qui n'auraient pas vu la première, je vous mets bien évidemment le lien en description de la vidéo. Michel Mageot, pour rappeler un petit peu les fondamentaux, c'est qui? C'est un blender. C'est un blender très reconnu qui a une expérience de plus de 50 ans dans le milieu des lubrifiants. Et Michel Mageot a un passif de compétition. 30 ans en 24 heures du Mans, de la Formule 1, etc. etc. Monsieur Michel Mageot va vous parler des différentes techniques, composantes, améliorations, etc. qu'on pourrait retrouver dans les huiles, dans les additifs, mais surtout avec un avis hyper objectif, puisque lui est un fabricant. Un blender, c'est quoi? C'est un fabricant qui va venir composer à la sauce des marques leur composition d'huile ou d'additifs. Donc lui n'a pas de pris parti dans ses discours pour la simple et bonne raison que, je le rappelle, toutes les marques qu'il fait, etc., qu'il va évoquer, il ne dira jamais le nom puisque pour lui, ce sont ses clients. Donc du coup, il est totalement objectif. Il parle des différentes technologies, des différentes normes, des différentes améliorations ou pas, ou ce que ça engendrait qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des additifs d'huile, moteur et boîte de vitesse, où il a bien insisté sur l'un des thèmes, c'est la composante de ces hyperlubrifiants, qui ne sont pas forcément dangereux ou néfastes pour la mécanique, mais qui à l'inverse peuvent contenir des produits qui ne sont malheureusement plus autorisés pour des normes de sécurité environnementale, malgré que ces produits-là sont tout simplement génialissimes pour le moteur. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo. Alors bien évidemment, tous les additifs ne sont pas comme ça, on en a juste pris deux pour exemple, mais c'était un petit peu le thème de la vidéo, de la précédente vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'huile. Alors j'ai un bidon d'huile Syntix qui est ici, donc ça va me permettre aussi de pouvoir vous faire le lien avec ce qu'il dit. Et aujourd'hui, on reprend tout simplement l'interview que j'ai réalisée chez lui avec un nouveau thème, les huiles. Alors, c'est très vague les huiles, donc il y aura deux vidéos sur les huiles. Il y aura une vidéo plutôt orientée compétition et il y aura une vidéo plutôt orientée grand tourisme. Là, on va parler de celle de grand tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire grand tourisme? En gros, on va parler des huiles dites performantes, mais sur le marché du public ou des huiles de tourisme. Donc les huiles de tourisme, ça va être des huiles qu'on va mettre dans un monospace pour partir en vacances avec ses enfants. Par exemple, je caricature. Aujourd'hui, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo-là que je questionne Michel Mageot sur justement la qualité des huiles, les normes d'huile, etc., etc. Alors bien évidemment, je le rappelle, le problème de cette interview-là, c'est que c'est parti dans tous les sens. Donc je fais des coupures, je reprends ce que je peux récupérer de cette interview-là. Et je compte sur vous à la fin de cette série de 4 vidéos pour me donner des thèmes lors du live qui s'intitulera « Tout savoir sur les huiles ». Et ben, je retournerai chez Michel Mageot avec des thèmes bien précis qu'on ira creuser, approfondir pour vous faire un contenu hyper technique et surtout totalement objectif. Donc aujourd'hui, c'est parti, nouvelle vidéo, on parle des huiles tourisme et grand tourisme et bien évidemment, ce qui nous intéresse tous, les fameuses normes. Allez, c'est parti, on se retrouve avec Michel Mageot. Non, mais j'ai une approche et j'espère encore trouver mieux que ce que je fais actuellement. Parce que du coup, je suppose que tu fabriques ta propre huile que tu mets dans tes propres véhicules. Bien sûr, dans mes propres camions, tout. Et est-ce que tu accepterais de me fournir un bidon d'huile pour moi pouvoir la tester et essayer de ressentir quelque chose? Sans badge, sans rien, sans commercialisation. Juste vraiment à titre personnel, savoir si j'arriverais voilà, sans vidéo, sans l'aspect vidéo, etc. Juste, en fait, moi ça m'intrigue, enfin, j'adore notre rencontre. Je trouve ça hyper intéressant et juste, est-ce que avec quelqu'un qui fait son huile pour son besoin, son expérience, est-ce qu'on ressent quelque chose par rapport à du Castrol qui est du grand public ou des choses comme ça? Oui, mais là j'ai ce que j'accepterais, c'est que si c'est pour faire une comparaison, il faut comparer le produit sur des tests qui sont homologués et voir la différence. Donc, et que le côté subjectif soit annulé. Je préfère faire un test à l'aveugle, voilà, et avoir les résultats
qui sont incontournables. Et t'accepterais si on prévoit sur, je sais pas combien de temps ça prend, mais Ça prend du temps, ça coûte de l'argent surtout, parce que si on veut faire des vrais tests, hein, il faut... Moi, je pense qu'un lubrifiant, c'est avant tout une question. Hein, on passera à côté. Bon les amis, pour vous situer un petit peu dans la conversation, ce qu'il faut comprendre, c'est que Monsieur Michel Majot a récupéré son entreprise familiale et a toujours travaillé dans ce milieu-là. Et son entreprise familiale s'appelle Electrion. Electrion, c'est quoi? C'est une technologie de lubrification issue de matière végétale. Il l'a expliqué brièvement dans la précédente vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc ça, c'est breveté, ça lui appartient. Donc on peut dire qu'effectivement, il est peut-être pas totalement objectif sur cette partie-là. Mais ce qui est normal, puisqu'en fait, quand vous vous donnez depuis 50 ans à développer votre technologie, vous y croyez forcément plus qu'aux technologies des autres. Mais ça, c'était juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Et moi, je serais le premier curieux à pouvoir tester. C'est pour ça que je lui ai posé cette question-là. Alors, avant de répondre à pourquoi je lui ai posé cette question-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, vous ne pouvez pas commercialiser la meilleure huile pour des raisons de normes environnementales. C'est d'abord l'environnement, vous allez le voir après, qui va conditionner la fabrication de l'huile. Quand vous faites des huiles non commercialisées, vous pouvez faire des huiles bien plus efficaces parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de respecter ces fameuses normes. Et donc, moi, ma curiosité, c'était de pouvoir tester une huile non normalisée, mais axée vraiment sur la protection moteur et l'efficacité du moteur, plutôt qu'une huile basée sur l'environnement, sur les foutues normes qu'on nous impose et qui du coup va perdre en qualité. Donc c'est pour ça que je lui avais proposé, s'il le souhaitait, de me fournir une huile non normalisée, je dirais plutôt test, batch, appelez ça comme vous voulez, que je puisse mettre dans une voiture pour voir si vraiment on se rend compte d'une différence ou pas. Et là, immédiatement, vous voyez le technicien qui parle, le technicien de laboratoire qui dit « Je ne veux pas de côté subjectif, je veux des résultats. » Et donc, immédiatement, clairement, il ne veut pas. Alors déjà, je pense qu'il y a certaines contraintes, il n'a pas le droit de le faire. Je pense sincèrement qu'il n'a pas le droit de fournir une huile qui est non normalisée ou pas commercialisée à quelqu'un. Je pense que juste au niveau de la loi, c'est interdit. Mais surtout, c'est un chimiste, c'est un professionnel du milieu et lui, ce qu'il veut, c'est des chiffres. En fait, il ne veut vraiment pas que le côté subjectif, comme il le dit, puisse rentrer dans la balance et modifier ça. Donc en fait, clairement, vous avez vu, il m'invite à venir tester des huiles sur des machines, mais ça a un coût. Donc il restera à définir quel test on va pouvoir faire pour pouvoir vous faire une belle vidéo. Mais ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros de pouvoir tester précisément des huiles. Voilà, donc c'est parti, on continue tout de suite la vidéo. Le nitrure de bore, c'est un excellent coefficient de friction. Mais du coup, C'est pour moi un additif extraordinaire. Écoute, il y a 50 ans que je travaille dans des choses plus basiques. L'électrion, je connais bien depuis 1974, donc ça fait déjà des années. Il me faudrait une deuxième vie ouais, pour étudier quelque chose que je ne connais pas. Donc, je préfère dire je ne sais pas. Mais je connais des gens, parmi mes clients, autres que Xenon, qui travaillent sur le nitrure de bore, qui en consomment beaucoup, qui en vendent au niveau mondial, des quantités très très importantes, dans des applications très très importantes, très spécifiques, qui font beaucoup d'argent. quand tu parles d'applications importantes spécifiques, est-ce qu'on est toujours dans le domaine de l'automobile ou plus du tout? C'est plus l'industrie. D'accord. Des applications très haut de gamme. Donc du coup, on n'a plus les mêmes contraintes, on n'a plus les mêmes recherches. Non, et puis, écoute, ce sont des gens, je t'ai dit, il y a un client, il a mis 10 millions d'euros. Ouais. C'est plus la même chose, quoi. Voilà. Mais seulement, il vient ici, on parle. Hein. Non, mais écoute, quand je vois, nous, c'est Rich, c'est les douanes qui viennent ici. Ah, carrément. Ils ont voulu fermer l'usine parce qu'on n'était pas Rich. Hein. On était obligés Donc ça de se blague faire... pas, quoi. Et c'était avant le Covid. Ils sont revenus depuis. Et
Et c'est bon qu'on leur a montré tous les papiers, qu'on est allé dans des laboratoires indépendants, dont un laboratoire en France, pour lui prouver qu'on avait fait tout ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est quand même pas quelque Sinon, chose, ils mettaient les scellés sur la boutique. terminé, quoi. Ah monsieur, vous n'êtes pas riche, fermez la boutique. Ouais, c'est pas quelque chose avec quoi on rigole. Alors, 2 petites secondes pour vous faire un petit rappel de ce que veut dire rich. On en a parlé dans la première vidéo, le premier épisode, mais pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, rich, c'est tout simplement une norme en vigueur, on va appeler ça, qui en fait détermine quels produits sur le sol européen on a le droit d'utiliser ou pas. Tout ce qui ne va pas être rich, en gros, sera considéré comme des produits poisons qui vont être soit néfastes pour l'homme, pour les animaux ou pour la planète. Donc du coup, tout ce qui n'est pas rich est tout simplement interdit à l'utilisation, comme on a pu le voir dans la première vidéo, non pas parce que c'est mauvais pour la mécanique, mais parce que c'est mauvais pour l'environnement. Donc ça, c'est vraiment à comprendre. Et là, Michel rappelle bien que si eux ne respectent pas ça, c'est directement les douanes qui viennent, qui ferment l'entreprise. Donc ils sont obligés de fabriquer des additifs ou des huiles avec des produits rich. Ici, c'est un appareil pour mesurer les nitrures. D'accord. Donc toutes les chaînes azotées, hein, toutes les chaînes qui viennent du nitrogène, de l'azote, hein, parce que c'est aujourd'hui, dans une huile moteur, la partie principale organique du dispersant. C'est ça qui maintient tout en suspension pour éviter que ça se dépose. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Avant, on savait faire ça avec des sulfonates. Et tout ça, maintenant, avec les filtres à particules, il faut réduire la teneur en sang sulfaté, en phosphore et en soufre. Et donc, la seule manière pour éviter de colmater les filtres à particules à partir du moment où l'huile arrive dans le pot d'échappement, donc la première des conditions pour que ces conditions soient réunies, c'est que le moteur consomme de l'huile. Si vous avez une huile qui ne se consomme pas, ça ne gêne pas. Donc là, en fait, Michel est en train de vous expliquer que à cause des éléments anti-pollution des véhicules, en l'occurrence le filtre à particules, ils sont obligés de supprimer certains composants de l'huile et le substituer avec un autre qui fonctionne un peu moins bien. Vous allez le voir par la suite. Donc du coup, là, on est clairement en train de parler des normes de filtre à particules basse teneur en cendres. Donc là, on va être clairement sur les normes C1, C2, C3, C4, qui sont ces normes de filtre à particules. Ensuite, il évoque le fait qu'on est concerné par ces restrictions-là sur des huiles qui sont consommées par le moteur. Alors là, on ne va pas parler d'un moteur qui consomme de l'huile et un moteur qui ne consommera pas de l'huile. Mécaniquement parlant, tout moteur consomme de l'huile parce qu'il reste un film d'huile sur notre chemise et au moment de l'explosion, ce film d'huile graisseux va rentrer en combustion et va être évacué par l'échappement. C'est pour ça qu'on dit que mécaniquement parlant, un moteur consomme de l'huile. Forcément, plus les segments sont usés, plus le film d'huile est épais sur la chemise, plus il est épais, plus ça consomme de l'huile. Et là, on parle d'une panne. Mais si on parle purement mécanique, oui, un moteur brûle de l'huile. Donc quand il parle d'applications où l'huile n'est pas brûlée, il va parler par exemple de boîte de vitesse, de pont, de boîte de vitesse automatique. Là, on est en circuit fermé. Donc là, on n'a pas de combustion, donc on n'a pas les mêmes exigences que sur des huiles avec des normes de filtre à particules. Parce que l'huile n'arrive pas Là, j'ai à une l'échappement. super question. Hein? J'ai une super question à te poser. Tu es ingénieur mécanique du coup. Oui. Donc ma question, je pense, va te parler et je voudrais ton avis là-dessus. Avant, on avait des moteurs qui consommaient très peu d'huile. Oui. Et maintenant, quand on prend par exemple le dernier modèle de chez PSA, les trucs qui consomment 1 litre d'huile pour 6000 km. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est une erreur de conception? Est-ce que pour toi, c'est un besoin pour la mécanique? Parce que du coup, on nous dit qu'il faut mettre des huiles à faible teneur en soufre, etc. pour préserver les FAP. Mais du coup, on consomme 10 fois plus d'huile que sur des anciens moteurs. Donc du coup, moi, mon raisonnement, c'est si on consomme 10 fois plus d'huile que sur un moteur des années 90, et qu'on met... Alors, pourquoi on est obligé d'adapter une huile qui a moins de soufre si on consomme... Je m'assieds parce qu'avec mon Covid, je fatigue des jambes. Et bon. Primo, il y a une erreur dans ce que tu dis. Ouais. C'est que tu dis que les moteurs consomment plus d'huile qu'avant. Je dis c'est juste Sur l'inverse. certains moteurs. Oui, non, mais aujourd'hui, il existe les normes ACEA qui disent qu'il faut
moins de 13% de matière volatile. On mesure les matières volatiles sur les huiles finies. Dans la pièce à côté, je te montrerai. Par le passé, on fabriquait beaucoup d'huiles moteurs qui contenaient 15, 20, 30, 40% de matière volatile. Ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, si on veut réduire la consommation d'huile, il faut d'abord que les huiles soient moins volatiles. Donc on mesure le taux d'évaporation des huiles. Et il faut aujourd'hui, pour toutes les huiles, être en dessous de 13. Et je veux dire qu'aujourd'hui, la majorité des huiles du commerce sont en dessous de 13. Donc ça ne pose plus de problème. Donc on consomme moins d'huile. La seconde chose, c'est que le moteur, il a besoin de lubrifiant pour éviter de s'user. Et il faut donc, pour éviter de s'user, des additifs anti-usure. Alors, les meilleurs additifs anti-usure, c'est le soufre, c'est le phosphore, c'est le zinc, ditiophosphate de zinc, donc on retrouve soufre et tout ça. Ce sont les additifs détergents, sulfonate de calcium, donc il y a du soufre de nouveau, il y a des cendres. Et donc, tous ces produits-là sont excellents pour le moteur. Mais malheureusement, lorsqu'ils arrivent dans un filtre à particules, ce soufre, ce phosphore, ces cendres sulfatées viennent colmater le filtre à particules. Et donc, si on veut éviter que le colmatage du filtre à particules, il faut réduire la teneur dans tous ces composants qui sont d'excellents additifs anti-usure et tout ça. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les huiles ancienne génération qui contenaient voire jusqu'à 2% de cendres sulfatées, qui contenaient 1200, 1500, 2000 ppm de ditiophosphate de zinc. Finalement, était meilleur. Étaient bien meilleurs. Mais aujourd'hui, on ne peut plus les utiliser parce que, même si elles protègent mieux les moteurs que les huiles qui en contiennent moins, le problème, c'est qu'une fois que ça arrive dans le filtre à particules, ça colmate le filtre à particules, ça l'empoisonne, et là, c'est comme si vous vouliez courir avec votre main sur la bouche. Vous n'allez pas courir longtemps. Bon les amis, je crois que cette petite partie de la vidéo va être comme une bombe. Alors ça fait des mois, pour pas dire des années, que je vous dis que ça n'a rien à voir parce que votre huile elle est plus récente, parce que ceci, parce que cela. Ça n'a rien à voir, c'est juste des questions de normes anti-pollution et qu'il y a tous les ingénieurs YouTube, ingénieurs de canapé qui m'insultent, qui prennent un malin plaisir à dire que je raconte des conneries. Et bien là, en l'occurrence, vous avez un fabricant, un blender qui vient de vous l'expliquer mot pour mot. Alors, on rembobine un petit peu. Au tout début, la discussion est lancée parce que je lui parle des moteurs qui consomment plus d'huile. Alors là, on ne s'est pas compris parce que certainement Michel Majot ne roule pas avec le fameux moteur THP. Je parlais surtout de ces fameux moteurs THP ou voilà, les derniers moteurs un petit peu merdiques qui ont une surconsommation d'huile anormale qui, à la fin, entraîne même une casse moteur. Et lui, il parle de la consommation d'huile dans la généralité des moteurs. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas compris sur cette partie-là. Mais ce n'est pas grave parce que la discussion a été lancée. La discussion est hyper intéressante et j'adore ce monsieur-là parce qu'on apprend plein de choses, parce que c'est une encyclopédie de connaissances sur le domaine et c'est un régal de l'écouter. Vous avez pu voir qu'aujourd'hui, les qualités d'huile sont inférieures aux qualités d'huile qu'on avait avant à cause de ces foutues normes, à cause de ces foutus filtres à particules. Et là, je rebondis immédiatement aux gens qui nous contactent sur notre boutique mylittlegarage.fr et qui nous disent « Qu'est-ce que je peux mettre pour améliorer la lubrification de mon moteur ?» Et que quand on leur dit « Attention », si vous avez un FAP, vous êtes obligé malheureusement de prendre celles qui sont normalisées avec votre FAP. Parce que sinon, comme le dit Michel, vous allez tout simplement boucher votre filtre à particules. Alors, soit vous faites du préventif et vous mettez une huile meilleure, soit vous ne faites pas de préventif et dans ces cas-là, tenez-vous au taux de cendres, de soufre, etc. de vos huiles, donc aux normes d'huile pour votre voiture.
C'est aussi simple que ça. Mais arrêtez de dire que je suis un vieux con, que je suis un roi de l'additif ou roi de la vidange. Là, vous avez un fabricant qui vous l'explique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fabricant. Et c'est comme ça, à un moment, on est obligé par les normes environnementales pour moins polluer, de retirer des produits. Et comme le dit Michel Mageot, c'est des produits qui sont excellents pour le moteur. Si on n'a plus le droit de les utiliser, on est obligé de baisser la teneur. Donc, on baisse forcément la qualité de l'huile. C'est mécanique. Donc ça, c'est hyper intéressant et je pense que cette petite partie de la vidéo va être comme une bombe parce qu'elle va enfin dire de manière objective et par un professionnel du métier que ce que je vous raconte depuis des mois et des années, ce n'est pas des conneries. Je ne suis pas là pour dire des bêtises sur YouTube. Alors, j'en ai peut-être déjà dit et je m'en excuse si c'est le cas. Mais quand je me renseigne sur quelque chose, je suis vraiment passionné de la chose sur laquelle je me renseigne. J'apprends, je suis autodidacte et j'ai aucun intérêt à mettre, selon les dires de certains, de la merde dans mes moteurs. Quand je travaille sur mes voitures, je travaille au mieux, j'essaie de mettre le mieux que je peux dans mes voitures. Et donc tout ça, ça passe par de la recherche, du renseignement, etc. etc. Et quand j'ai des choses que je sais, j'adore vous les partager. Et là, qui plus crédible que Monsieur Mageot pour vous expliquer ce que je vous ai expliqué pendant des mois, pour ne pas dire des années. Donc la première des qualités qu'on demande aujourd'hui une huile moteur, c'est de ne pas colmater le filtre à particules. Et la seule manière qu'on a trouvée jusqu'à présent, c'est de baisser la teneur en soufre, de baisser la teneur en sang sulfaté et de baisser la teneur en phosphore. Donc en fait, si on résume... Ce sont les trois grands poisons du filtre à particules, pas du moteur. Ouais. Que du contraire, ils sont bons pour protéger Donc, les du huiles coup, moteurs. si on résume, on a, dis-moi si je me trompe, mais baisser la qualité lubrifiante de l'huile pour préserver les organismes de dépollution. On n'a pas baissé la qualité des huiles, ça veut dire qu'on a réduit les performances anti-usure des huiles moteurs pour protéger la durée de vie des filtres à particules et donc pour mieux contrôler la pollution des gaz d'échappement. Et là, immédiatement, ça me donne envie de réagir. Juste avant, vous avez pu voir que Michel Mageot disait que les détergents dans l'huile participaient à la non-usure du moteur. Maintenant, on a dû les baisser pour le filtre à particules. Et c'est vrai, regardez sur vos moteurs qui sont avec des 0,20, des 5,20, des 5,30, des 0,30, les moteurs sont dégueulasses à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a presque plus de détergents. Et les détergents dans l'huile permettaient de garder un état moteur propre. D'ailleurs, vous pouvez le voir, si vous prenez de la 1040 ou de la 540 pas norme FAP, vous allez avoir agent détergent, généralement mis sur le flacon. Chose que vous n'aurez pas sur des normes FAP, sur les mêmes huiles, voire même les mêmes marques. Donc ça déjà, c'est plutôt néfaste parce qu'on va avoir un moteur crade quand auparavant il était plus propre. Et là, immédiatement, vous avez vu ce que dit Monsieur Mageot, que en gros, on n'a plus les mêmes priorités. C'est-à-dire qu'avant, on fabriquait une huile avec la priorité première de protéger le moteur et maintenant, on fabrique de l'huile avec la priorité première de protéger le filtre à particules. Et bien moi, il me vient une question. Maintenant, on dit, avant, les moteurs, ils faisaient 1 million de kilomètres, maintenant, à 200 000 kilomètres, ils sont morts. Comment c'est possible avec les technologies d'usinage et d'ingénierie qui sont arrivées de nos jours, qui sont bien meilleures qu'avant? Et bien la réponse, ça se trouve peut-être ici. C'est peut-être qu'avant, on avait des moteurs moins pointus, mais avec une meilleure huile anti-usure, et que maintenant, on a des moteurs plus pointus, mais avec des huiles anti-usure très médiocres. Et du coup, les moteurs font moins de kilomètres. Alors ça, c'est une question que je me pose. Alors n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire de la vidéo. C'est ainsi que par le passé, si tu voulais avoir une homologation Mercedes, il fallait être entre 800 et 1200 ppm de zinc. Il y en avait qu'un qui voulait beaucoup plus. C'était Volkswagen sur les fameux essais V8 TDI avec injecteur pompe. Parce que les arbres à cames s'usaient très très vite, donc il fallait beaucoup plus de zinc. Et là, il fallait 1400 ppm de zinc. Donc, par le passé, toutes les huiles contenaient au moins 800 ppm de zinc, voire 1200 ppm de zinc, sinon elles n'étaient pas homologuées.
Ce qui serait strictement interdit maintenant. Ah ben, aujourd'hui, c'est totalement interdit. Quand tu penses que Renault, tu peux avoir maximum 500 ppm. Et si par exemple tu as le véhicule que tu viens juste de mentionner, que tu es un collectionneur, que tu as ce véhicule-là, Ah ben, comment tu fais? Si l'huile en fait que tu peux plus te la procurer. tu achètes une huile qui répond aux anciennes normes. Et Et là, il faut venir chez des gens comme nous ou chez d'autres. Et non, mais il y a des gens qui savent fabriquer. Hein. Donc en fait tu vas acheter une huile fabriquée quasi spécialement pour toi quoi finalement. Oui. D'accord, ok. Bon, et bien les amis, ça y est, ça va se conclure pour la dernière partie de cette deuxième épisode sur les huiles. Alors vous avez pu le voir qu'en fait, clairement il le dit, hein, à l'époque on avait des huiles bien meilleures parce qu'elles avaient des quantités d'antifriction, d'anti-usure bien plus supérieures. C'en était même certaines normes chez certains fabricants, donc là il mentionne Mercedes et Volkswagen, où il fallait avoir entre guillemets plus d'additifs dans l'huile pour moins user le moteur. Et finalement, on est quand même chez des marques qui, à cette époque-là, dans les années où évoquent ces fameuses normes, Monsieur Michel Mageot, on dit quand même que ces voitures-là faisaient le million de kilomètres. Qu'on avait Mercedes, on achetait parce que ça faisait 1 million de kilomètres, que Volkswagen, c'était increvable. Bah, finalement, on revient à ma prise de parole juste avant. Est-ce que finalement, ces bagnoles-là n'étaient pas increvables parce que leur norme, c'était de demander plus d'additifs anti-friction, anti-usure dans le moteur, comparé aux autres? C'est peut-être là qu'ils tirent leur avantage. On ne sait pas. Je pense que ça, c'est un milieu très secret. Mais c'est bien de parler avec des gens comme ça qui vont un petit peu décrypter et ça fait réfléchir. Ça fait naître un questionnement qui me semble, pour moi, hyper intéressant. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous avez ces vieilles voitures-là, et ben en fait, quand vous achetez vos huiles, elle est presque néfaste pour votre ancienne voiture parce qu'en en fait, elle est trop propre. Il n'y a pas assez d'agents anti-friction à cause de nos foutues normes anti-pollution. Donc finalement, en mettant de l'huile, même de grande marque récente, dans votre vieille voiture, bah finalement, elle va moins apprécier que si vous lui mettez de l'huile à la même période qu'à la sortie de cette même voiture. C'est un truc de malade, mais c'est comme ça. Donc à tous ceux qui me disent ah, les additifs, poudre de perlimpinpin, blablabla, ça marche pas, ceci, cela, vous avez pu voir dans le précédent épisode que oui, ça marche, mais que, attention, certaines marques utilisent des produits qui malheureusement ne sont plus autorisés à l'utilisation, mais qui ne sont pas néfastes pour le moteur. Tout comme finalement le pourcentage de zinc, comme il le dit, dans les huiles, c'est pas néfaste pour le moteur, bien au contraire, mais on n'a plus le droit de le faire. Donc finalement, l'ajout d'un additif dans l'huile pour améliorer le côté anti-usure du moteur, bah c'est loin d'être ridicule. Vous avez pu le voir en image par des connaisseurs. Mettre une huile récente dans une voiture non récente, vous allez perdre en qualité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que la première démarche qu'on va avoir, c'est de se dire, vu que l'huile est plus récente, elle est plus technologique, elle est meilleure, etc. Alors elle est peut-être et certainement plus technologique, parce qu'il a fallu accepter la technologie pour pallier à certains trucs qui fonctionnaient bien, voire très bien avant. Donc oui, elle est plus technologique. Mais est-ce qu'elle est meilleure pour le moteur? Ça, c'est pas vrai du tout. D'où l'avantage, pour ceux qui le souhaitent, de rajouter un additif dans le moteur. La semaine prochaine, on se retrouve les amis avec cette fois-ci l'esprit compétition. Donc là, on va surtout comparer l'utilisation d'une huile que vous pensez être compétition en grande surface et l'huile de compétition qui ne possède pas les normes par les constructeurs. On va juste parler d'efficacité en mélangeant tout ça. Donc les amis, rendez-vous mercredi prochain avec Michel Mageot pour parler huile de compète. En attendant, merci à tous. J'espère que cette petite série de vidéos sur les huiles vous plaît. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires en description de la vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Et si tu aimes ça, abonne-toi, mets la petite cloche et je vous dis à mercredi. Ciao les amis.